Et là, on va rentrer donc dans le NoHo Museum. Alors, je vais d'abord entrer donc dans le NoHo Museum. Il y a un peu de son, pas beaucoup, mais il y a un peu de son qui émane du NoHo Museum. Voilà. Donc, c'est un univers que j'ai créé, qui est inspiré de mes propres univers graphiques que je trimballe depuis très longtemps. C'est des archétypes ou des mèmes. On va en reparler des mèmes. Et là, vous voyez, donc, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'avec la Wii, je peux manipuler le monde et me balader. Donc, c'est très important quand vous êtes enseignant, parce que du coup, ça me permet de me rapprocher de vous, éventuellement de tomber de la scène. Mais je ne suis pas coincé derrière un ordinateur. Alors, c'est très important pour ceux qui enseignent de savoir ça, parce que ça me permet donc de me promener dans cet univers et de pouvoir, avec vous, me rapprocher de vous et vous accompagner. Donc là, c'est un peu sombre. On va peut-être un peu chuter la lumière qui éclaire l'écran, là, qui tape sur ces écrans, de façon à ce qu'on voit un peu mieux. Voilà. Alors, tout au bout, oui, c'est vraiment très très sombre. Et on va accoster à une grande station spatiale, si je puis dire, une grande plateforme. On est sur un bateau violon. Donc je vais me diriger vers la grande station et je vais vous commencer un cours en accéléré sur tout ça. Donc je passe le manche du bateau violon. Alors c'est effectivement très très sombre hein, sur la vidéoprojection. Et je vais avancer, voilà, et je passe le premier niveau et je vais arriver, voilà, là c'est beaucoup plus lumineux, là vous voyez mieux. Dans la première salle de cours. Donc c'est important, c'est une technique qui est donc inspirée des palais de la mémoire. Et là, est-ce que certains parmi vous ont apporté leur ordinateur et voudraient que je leur file le monde pour qu'ils se baladent dedans en même temps que je fais la conférence? Levez la main. Bon, ça va. C'est pas... Ah, toi. Alors je vais te filer un disque dur et tu vas pouvoir prendre l'univers en question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il y a 3. Ah oui, quand même. Bon, alors voilà. Je vous fais passer le disque dur avec son câble qui est là. Hop. Dedans, vous allez trouver NoHo Museum version Mac, PC, Linux. Tiens, merci. Hein, et donc, tu l'installes sur ton ordinateur et du coup, normalement, ça marche. Tu vas pouvoir m'accompagner dans le monde. C'est très important que vous m'accompagniez parce que, alors vous le savez, la première histoire, je l'ai eue pendant la guerre des Balkans. PowerPoint va provoquer la fin du monde. Il est en train de provoquer. Vous le savez qu'il y a un grand débat là, actuellement sur la pollution. On va droit au mur. C'est une catastrophe. La politique, tout ça, c'est une catastrophe. Pourquoi? C'est à cause de PowerPoint. Alors, ça se passe pendant la guerre des Balkans. La première version, je l'ai entendue d'un colonel anglais. Il y a une version actuelle qui circule sur la guerre d'Irak avec un colonel américain. En gros, il est sorti de la salle d'état-major en hurlant, mais PowerPoint va provoquer la fin du monde. Pourquoi? Parce que tu as tout l'état-major, tous les militaires, etc., qui passent leur temps assis, comme vous êtes là, passifs, à regarder des conférences, même là, vous êtes dans la même situation, devant des slides, ils s'endorment devant les slides de PowerPoint. Le problème, c'est que si avec les élèves, mais tous les décideurs de la planète sont en train de faire ça, donc tout le monde s'endort et la planète va droit au mur. Ils sont tous endormis sur PowerPoint. Donc, je suis en train de sauver la planète, là. Vous vous rendez compte quand même. J'invente un nouveau dispositif qui vous permet d'être actif. Actif, ça veut dire quoi? Le fait que simplement le fait que je le vois avec les étudiants, par exemple à l'UQAM au Canada, les écrans étaient tournés vers moi et je les voyais faire. C'est-à-dire qu'ils explorent le monde. Donc c'est un don d'ubiquité. En même temps qu'ils suivent mon cours sur l'écran, ils explorent eux-mêmes le monde. Et chaque fois que vous faites ces petits gestes sur le clavier, vous activez la fonction motrice, les fonctions subliminales associées à la fonction motrice, très important, le subconscient, hein, parce qu'on le fait rentrer dans la boucle de commande, et vous fixez l'information. J'ai 90% de réussite au QCM de validation des connaissances de l'ANSAM à ce niveau. Donc, c'est un dispositif pédagogique, et curieusement, c'est pour ça que je ne vais pas sauver le monde, hein, parce que depuis 2003, je suis toujours le seul à faire ça, sur la planète, visiblement. Alors, on va avancer dans le monde, et je vais vous parler de Marshall McLuhan. Mais la deuxième chose que je vais faire, là, tout de suite, c'est que je vais vous demander, pour ceux qui le veulent, de prendre leur portable, puis il faut que j'apprenne à respirer quand je fais les conférences, parce que sinon, tout le monde se met à mon rythme, et vous mourrez étouffé. J'ai déjà eu des accidents comme ça, hein, parce que vous avez vu, je ne respire pas quand je parle. Alors, vous voyez, ça, c'est un artbook augmenté. Et ceux qui veulent, ils se connectent sur Internet et ils vont télécharger une application qui s'appelle Hijack App sur Apple ou sur Google Play. Et je vous fais passer les deux bouquins. C'est un artbook augmenté. Le premier artbook augmenté de l'histoire, il y a déjà eu des œuvres d'art augmenté, auxquelles j'ai contribué, qui est proposé par un jeune auteur. Donc c'est un nouveau modèle aussi, économique, de production. Il a monté en crowdfunding. Il a fait appel à des artistes du monde entier. J'ai été sélectionné, j'ai fait cette œuvre-là dedans, qui est Ectogénésis, qui est l'allégorie du sens de la vie.
c'est la vie derrière le masque de la technologie, le masque morbide de la technologie. La technologie est enceinte, c'est pour ça que ça s'appelle ectogénésis, du vivant, car la technologie est en train de nous porter vers une nouvelle humanité. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application sur votre smartphone, je ne vais pas vous faire passer mon smartphone parce que j'en ai besoin pour vous montrer autre chose. Vous aurez juste à détecter l'œuvre et immédiatement, vous aurez une œuvre augmentée. Et donc, je vous fais passer le bouquin. Vous pouvez commander le bouquin, il vaut 40 €. Et à chaque page, vous avez un auteur, un artiste, qui a créé une œuvre augmentée. Donc ça, c'est un nouveau dispositif aussi qui est intéressant, qui est vieux. Hein. La réalité augmentée, c'est déjà ancien. Schouten et Maurice Benayoun en avaient fait déjà il y a plus de 10 ans. Mais là, c'est populaire, ça marche sur les smartphones, 40 € le bouquin. Et le modèle commercial, c'est du crowdfunding. Il a obtenu les 6 000 € en 6 jours pour financer le bouquin. Et le ministère de la Culture australien a trouvé ça tellement génial qu'ils ont rajouté 6 000 €. Donc on a gagné, tous les auteurs ont tous gagné royalement 300 €. Deuxième bouquin que je vous fais passer, c'est Modern Polaxis. Donc c'est l'œuvre de Soutou. Soutou, c'est cet auteur australien qui est un emblème de la cyberculture pour moi, et qui a sorti une histoire absolument géniale que je vous fais passer. Donc vous téléchargez, alors là, l'application ne marche que sur Apple. A priori, il paraît qu'elle marcherait maintenant sur Android. Ça s'appelle Polaxis. Donc vous téléchargez Polaxis, et à partir de là, vous pourrez rentrer dans l'histoire de ce carnet de voyage, qui est une histoire absolument géniale. C'est le carnet de voyage d'un jeune homme qui est défoncé à l'ayahuasca. Vous savez ce que c'est l'ayahuasca? C'est la drogue des chamans indiens, sud-américains, pardon. Et elle a son équivalent chez les Africains, qui est l'iboga, pour les sorciers africains. Et ce sont deux drogues, l'iboga, les racines d'iboga et d'ayahuasca, qui sont dites entéogènes, car quand vous en prenez, vous voyez Dieu. Hein, en général. Donc, Dieu, c'est votre smartphone, en l'occurrence, qui va vous permettre de voir avec le smartphone la vision augmentée qu'il y a derrière. Donc ça, c'était juste la partie que je voulais vous faire au départ pour que ça tourne pendant que je suis en train de vous faire la conférence. J'ai aussi apporté un autre gadget qui est mon musée augmenté en réalité virtuelle, voilà, avec mon Omido. Mais vous avez tous fait l'expérience de la réalité augmentée virtuelle, je veux dire, là. Hein, ça ne va pas vous manquer. Alors, je ne vais pas le faire parce qu'on est pressé par le temps. Et du coup, maintenant, que les préliminaires sont terminés, je vais commencer à aller à fond la caisse pour vous raconter le passé. Et à travers le passé, je vais vous raconter le futur. Alors, le premier tableau, c'est Marshall McLuhan. Marshall McLuhan, qui connaît Marshall McLuhan parmi vous? Vous n'êtes pas nombreux non plus. Donc Marshall McLuhan, c'est un sociologue canadien. Donc c'est bien, ça me rassure, ça me permet d'avoir l'impression de vous apprendre des trucs. C'est pour ça que je pose ces questions régulièrement. J'ai toujours besoin d'être rassuré un peu. Alors, il écrit un bouquin absolument fabuleux que j'adore, moi, qui est extrêmement controversé à son époque, hein, il y a 40 ans, mais il y a 30-40 ans, quand j'étais aux Arts Déco, que je commençais à faire mes trucs, on m'a donné à lire plein de trucs, hein, que vous connaissez tous, Deleuze, Saussure, etc. Il n'y en a qu'un seul qui m'a éclaté, c'est Marshall McLuhan. Ce bouquin pour comprendre les médias. Et Marshall McLuhan, c'est un sociologue qui se pose la question des outils. À quoi servent les outils? Qu'est-ce que font les outils sur l'humain? Et il va donner des réponses. Il va donner des réponses qui sont très intéressantes. En gros, les outils sont des amplificateurs. Ce sont des artefacts qui servent à nous amplifier. À amplifier soit des fonctions physiques, soit des fonctions cognitives. Par exemple, l'automobile est un outil qui amplifie la course. Alors le marteau, ça amplifie la main. Hein, c'est une extension de la main, on tape plus fort. Et puis il va développer une idée qui est très peu connue, juste dans un petit paragraphe, qu'il appelle la narcose narcissique. Alors c'est là-dessus que je vais vous dire, il n'y a pas très peu en réalité d'addiction, ce qu'on appelle addiction aux jeux vidéo, tout ce truc-là là, qui obsède tout le monde en ce moment. Je pense qu'on confond énormément l'addiction aux jeux vidéo avec la narcose narcissique. Oui, les oreilles que j'ai sur la tête, c'est des Nekomimi, oreilles de chat, 90 € sur Amazon, elles sont branchées sur mon cerveau et elles bougent en fonction de mon état mental. On y reviendra. Donc, les outils servent à amplifier les fonctions physiques, la narcose narcissique. En gros, quand vous prenez un outil, vous devenez un cyborg. C'est un organisme cybernétique. De toute façon, nous sommes déjà tous des organismes cybernétiques, mais on va dire amplifiés. Alors déjà, savoir qui vous êtes, c'est pas facile, mais alors si en plus vous êtes équipé d'un outil qui vous amplifie, vous savez plus trop qui vous êtes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le marteau, puis on va taper. Pop, 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 et puis au bout d'un quart d'heure, en général, on sait qui on est avec un marteau. C'est pas très dur.
Après, ça peut devenir obsessionnel. Hein. Vous pouvez passer toute votre vie à être obsédé par les marteaux. C'est assez rare, mais je pense que ça existe. Mais si vous prenez un outil puissant, l'automobile, c'est un outil qui amplifie la course, mais à donf. À ce moment-là, lorsque vous utilisez une automobile, vous amplifiez les fonctions motrices, mais vous amplifiez aussi les fonctions cognitives associées. Et quand vous prenez, jeune conducteur, votre voiture en main, ben vous posez la question, qui suis-je avec cette voiture? Et comment l'humain sait qui il est? Eh bien, il y a deux façons de savoir qui il est. Soit c'est Gnotis Auton de Socrate, qui est avec la formule « connais-toi toi-même », qui n'est pas du tout socratique d'ailleurs, mais enfin, on oublie souvent qu'il avait écrit « et tu connaîtras les dieux et l'Olympe » sur le temple de Delphes. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que pour se connaître soi-même, il faut être divin, comme moi. C'est-à-dire être capable de se transcender, de flotter au-dessus de soi-même, de se regarder et de se dire « ah, je suis comme ça ». Alors si vous n'êtes pas divin comme moi, quelle est l'autre solution? Eh ben, c'est la solution de notre propre médiocrité. L'humanité sait qui elle est à travers sa médiocrité, c'est-à-dire à travers sa faiblesse. C'est en explorant nos limites que nous savons qui nous sommes. Résultat, le jeune conducteur, toute l'histoire de l'humanité d'ailleurs, on peut dire que c'est l'exploration de nos limites. Le jeune conducteur prend une automobile, puis il va la pousser. Hein, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, comme Obélix, et on va la pousser pour voir qui nous sommes avec l'automobile. Puis on va se vautrer un certain nombre de fois. Et si on survit, eh ben on finit par savoir qui nous sommes, quelles sont nos limites avec l'automobile. Et à ce moment-là, on sort de la narcose narcissique. Chaque fois qu'on utilise un outil puissant, celui-ci va nous plonger dans un état de narcose narcissique. Alors maintenant que vous avez compris le principe, je vous pose la question, une caméra, un appareil photo, ça amplifie quoi? Il y a un piège. Alors j'entends la mémoire. Bravo. Bon, avant, quand je posais cette question, je pouvais frimer un grand coup parce qu'on me répondait les yeux. Alors effectivement, les yeux, oui, pour un vigile, par exemple, c'est les yeux qui sont amplifiés. Pour quelqu'un qui observe à la lunette, c'est les yeux. Mais pour la majorité d'entre nous, effectivement, l'appareil photo amplifie la mémoire. À partir du moment où vous avez un amplificateur de mémoire, comme l'appareil photo, eh ben, votre mémoire se retrouve augmentée et vous tombez dans un processus de narcose narcissique. Vous n'arrêtez pas de photographier tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voyez, toute votre vie. Hein, vous faites des selfies et vous vous prenez en photo en permanence. Ça augmente la mémoire, vous gardez la mémoire. Et à tel point, la narcose narcissique de l'appareil photo est tellement puissante qu'on finit par ne plus vivre un voyage, un moment important de la vie, qu'à travers l'acte de photographier. Si vous n'avez pas photographié, vous sortez frustré, il vous manque quelque chose, il y a une frustration. Donc la relation à l'outil est très très importante. Les ordinateurs sont des outils extrêmement puissants, ce sont des amplificateurs du système cognitif. Et les réseaux sociaux numériques. Alors les réseaux sociaux numériques et les intelligences artificielles sont les derniers outils ultra puissants que l'humanité est en train de développer collectivement. Donc les réseaux sociaux numériques, ce sont des amplificateurs existentiels. Ça sert à amplifier notre existence. Donc nous passons, vous regardez tous les débats sur les réseaux sociaux, etc. La plupart des gens vont s'arrêter à dire « j'existe ». Comment nous disons « j'existe » Eh ben, on va intervenir dans une conversation, on va donner notre point de vue politique ou social, on va faire de la provo, souvent, les trolls existent. Pourquoi? Pour déclencher une réaction. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une réaction. Ce n'est pas tellement qu'on va échanger de réelles informations. On le sait, d'ailleurs, on n'arrive jamais à convaincre quelqu'un par l'argumentation. C'est extrêmement difficile de convaincre quelqu'un qui a déjà ses idées politiques ou d'autres idées par l'argumentation. Mais par contre, on va déclencher un débat. Et en déclenchant ce débat sur les réseaux sociaux, on a un feedback et on existe. Mais ce feedback peut être beaucoup plus complexe. Deuxième élément important, d'outils extrêmement importants qu'on développe, j'ai écouté les conférences ce matin, c'est très intéressant. En particulier a été évoquée évidemment cette idée de majordome, hein, de cybernécité, moi j'appelle ça de la domesticité cybernétique. Nous sommes une forme de cyberaristocratie, nous devenons une cyberaristocratie, c'est-à-dire comme les aristocrates du XVIIIe, XIXe siècle, nous ne travaillerons plus. Et d'ailleurs, nous refuserons de travailler. Travailler pour l'aristocratie, bah, c'est pas bien, hein, vous perdez votre noblesse, on y reviendra. Et nous sommes déjà entourés par des majordomes informatiques. Alors qu'est-ce que ça amplifie? Ça amplifie la relation au pouvoir, c'est-à-dire nous dirigeons, nous dominons des outils, nous parlons avec des outils et nous leur donnons des ordres. Alors on va avoir les mêmes tropismes que les aristocrates. Et ça amplifie la rationalité. Il ne faut pas se poser trop de questions sur ce que les intelligences artificielles sont capables de faire, vont-elles nous remplacer ou pas. En gros, ce sont des amplificateurs de rationalité extrêmement puissants, des amplificateurs analytiques de rationalité, et ils vont nous aider à être plus rationnels et plus analytiques.
Et ce qu'elles vont avoir beaucoup de mal à faire, c'est la même chose, ce que nous sommes tout à fait capables de faire avec maestria, et en particulier les artistes, c'est d'être totalement irrationnels. Hein, le jour où les machines deviendront totalement irrationnelles, là je me dis, ok, on est passé du côté de la singularité. Mais pour l'instant, elles sont beaucoup trop rationnelles. Donc ça, je vous ai fait l'aparté Marshall McLuhan. Et là, je vais m'avancer dans l'histoire. Et j'arrive à un premier tableau. Alors là, je vais le faire celui-là parce qu'on est dans la cité de Marc Caro. Et Marc Caro, que j'ai rencontré dans plein de festivals vidéo, m'a prêté cet extrait de film que vous voyez là, et d'un documentaire qu'il a fait qui s'appelle Astro Boy in Wonderland, et qui me sert à illustrer un discours, une réflexion sur la modernité et les nouvelles technologies. Et donc, c'est son documentaire donc, sur la relation des Japonais aux robots. Et vous voyez là, les Japonais, comme en Inde, sont en train de bénir une automobile. Ah, zut, le truc a été déconnecté. Donc je vais prendre 3 minutes pour aller le reconnecter. Il faut quitter l'application, si tu peux. Alors il faut revenir, essayer d'avoir un seul écran, si ça ne t'embête pas. Et alors donc, je disais quoi? Voilà. Et ils ont donc des robots qui viennent qui participent à des cérémonies religieuses. Il vient d'y en avoir un qui vient d'apparaître chez nous. Alors, quel est le problème? Pourquoi je vous montre ça? J'ai une autre image. Nous, on a un sérieux problème avec les machines. On a un problème qui nous vient de notre héritage religieux, des religions révélées. Et alors, c'est de la faute d'Adam et Ève. On a un vrai problème avec les machines à cause d'Adam et Ève. Alors, regardez bien Adam et Ève, ils ont un truc très caractéristique. Vous le voyez, hein, ils sont tout nus. Ils sont tout nus, ils n'ont pas de vêtements. Alors c'est important, Adam et Ève n'ont pas de vêtements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'outils. Les vêtements, ce sont des outils. L'humain sans outils, ça n'existe pas. La maison, c'est un outil, les vêtements, c'est les premiers outils. C'est des outils qui servent à la fois à se protéger et aussi à communiquer. Les outils communiquent, ils servent à dire quelque chose. Et dans nos religions révélées, il y a une suspicion. Adam et Ève, ils étaient tout nus au paradis. Le fait d'utiliser des outils est dangereux parce que ça peut compromettre notre âme. Nous avons une défiance subliminale inscrite dans notre histoire par nos religions révélées. Et c'est pour ça que les Japonais ont beaucoup moins de problèmes avec ça. C'est bien, tu as réussi à te reconnecter. Normalement, ils vont recharger. Ça va recharger. De temps en temps, ça plante. Alors, et donc, on a une défiance vis-à-vis des technologies qui est inscrite en nous, une culpabilité d'utiliser les smartphones, etc., qui vient de là. L'autre culpabilité que nous avons vient du marxisme. C'est-à-dire que dans notre tradition populaire et prolétaire, et que je ne critique pas d'ailleurs, que je trouve qu'il a fait énormément d'avancées, on est en train de détruire toutes nos protections sociales actuellement, qui était une véritable avancée de modernité, au nom d'une pseudo-modernité, mais ça c'est pas grave. Mais par contre, le marxisme a un peu bourré les choses, et vous avez tous entendu parler de l'aliénation consumériste capitaliste. Hein, c'est-à-dire que c'est de la faute des capitalistes si nous avons nos smartphones et toutes ces machines-là. Et là, j'ai une réflexion et un discours pour dire que c'est un peu plus compliqué que juste l'aliénation des capitalistes. Il n'y a pas que qui font qu'on a tous ces outils-là. Et là, je vais directement, du coup, aller au niveau suivant. Alors, attendez, ah oui, non, je n'ai pas fait les cyberpunk. Je voulais vous faire les cyberpunk. Alors, vous avez compris le principe, je vais passer un certain nombre de tableaux en revue, comme ça, pour arriver à un endroit précis si on a le temps. Si on a le temps, il me reste combien de temps? Quelqu'un peut me dire combien de temps il me reste, à peu près? « 20 minutes? Ok, je vais speeder un grand coup. Cyberpunk, voyou cybernétique. C'est un mot qui est non pas inventé par William Gibson dans Neuromancer, en 1984, lorsque William Gibson le fait paraître. C'est un mot qui apparaît sous la plume d'un jeune auteur qui s'appelle Bruce Becht et qui raconte une nouvelle absolument géniale que je vous conseille de lire, qui s'appelle Cyberpunk. Et il n'aime pas les cyberpunk. Hein. Pour lui, c'est des petits cons qui lui pourrissent en fait sa vie à l'époque où il était vendeur d'informatique et pour gagner un peu sa vie. Et les mômes passaient derrière lui et lui hackaient ses trucs de démo, et donc ça l'énervait beaucoup. Donc il a écrit une nouvelle qui s'appelle Cyberpunk, et le mot cyberpunk est rentré dans le langage courant, un punk cybernétique. Et pourquoi je me revendique d'être un punk cybernétique, outre le fait d'être un no-note? Là, je vais vous montrer la reconstitution d'une installation d'art vidéo que j'avais faite en 1983 à Beaubourg, que j'avais présentée, enfin que j'avais faite aux Arts Déco en 1982, et que j'avais présentée à Beaubourg en 1983. Et cette installation d'art vidéo sert à illustrer un concept de Marshall McLuhan qui s'appelle le message chez le médium. Alors vous avez tous entendu cet aphorisme, le message chez le médium. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce n'est pas ce qui passe dans la télévision qui est important. Demain, je peux hacker
une chaîne de télé, hein, je hack le 20h et je balance au 20h un message révolutionnaire. Et je dis, faisons la révolution. Alors là, je suis sûr, je fais le buzz un mois. Mais je ne vais pas déclencher la révolution. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui passe à la télé qui change la société. Hein, détrompons-nous là-dessus. Par contre, ce qui a changé la société, c'est l'existence même du poste de télévision. Comment avons-nous pu empiler autant de millions de gens dans des environnements médiocres urbains parce qu'ils avaient une fenêtre ouverte sur un monde virtuel, sur le cyber. Ils jettent le message, c'est-à-dire ceux qui changent le récepteur dans la théorie de l'information. Hein, si le récepteur n'a pas été transformé, il n'y a pas eu message. Le message, ce n'est pas ce qui passe dans la télé, ça contribue, c'est sûr, mais surtout le message principal, c'est le médium. Et donc là, en l'occurrence, mon installation racontait une histoire qui environnait les spectateurs. C'est le passage de l'âge mécanique, qui est un âge qui est l'époque on va dire, de la pensée littéraire analytique, avec des rapports de cause à effet, vers l'âge électrique contemporain, enfin, du XXe siècle, où on est entouré d'informations simultanément, et où la perception de l'histoire devient globale. Donc je fais cette installation en 1983. Ça s'appelle donc « Le message, c'est le médium », et pour la faire, je vais hacker mon école. J'ai pas beaucoup de fric, j'en ai un peu quand même, mes parents me financent, mais il faut des moyens pour faire ça. Beaubourg est rentré en coproduction, mais ils m'ont royalement filé 30 000 francs à l'époque, s'il allait pas loin. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que je m'enfermais dans l'école la nuit. C'est-à-dire que je me cachais dans un recoin qui avait une sorte de KGB. J'attendais que tout le monde soit parti. À 1h du matin, je descendais, je prenais des couvertures. J'empilais pas des couvertures, d'ailleurs, c'était du tapis pourri qui traînait là, que je mettais sur des pieds photos autour des magnétoscopes pneumatiques, parce que ça fait beaucoup de bruit, ces machines. J'avais très très peur de voir un jour le concierge arriver. Et je montais mon film la nuit. Les années suivantes, avec les potes, réalisateurs et vidéastes, on a fait pareil, c'est-à-dire qu'on se démerdait pour piquer les clés des studios de télévision dans lesquels on bossait. Et dès qu'on avait les clés d'un studio, on s'appelait, on disait hey, « j'ai les clés !» Et on passait la nuit avec les maîtres du monde à aller faire des trucs, avec une grande peur de voir les patrons évidemment débarquer. Et une fois la porte s'est ouverte, et ce n'était pas les patrons, c'est un autre groupe de hackers qui croyaient que le studio était libre cette nuit-là, Hervé Nizik, qui d'ailleurs a monté une société de production qui s'appelle Ex Nihilo depuis. Et donc, qui parmi vous n'a pas, sur son ordinateur, de logiciels piratés, de films piratés, de musique piratée? 3. Vous êtes 3 personnes. J'ai du mal à vous croire, mais bon, je vais accepter. Tous les autres, là, vous êtes des cyberpunks. Hein, vous êtes tous des voyous cybernétiques. C'est génial. On est rentré dans une société. Alors on a de la chance, hein, la science-fiction avait prévu 2 grands courants, le monde apocalyptique, c'est-à-dire la guerre nucléaire, et les cyberpunks. Alors, coup de peau, on n'a pas eu la guerre nucléaire, mais par contre, on est dans une modernité cyberpunk. Et croyez-moi, hein, les plus grands cyberpunks, c'est pas nous, c'est pas les Anonymous, c'est pas les artistes, hein, c'est les sociétés, c'est les grandes entreprises, c'est les États. Hein, ils n'arrêtent pas de nous entuber grave en détournant l'informatique et en essayant de nous la mettre jusque-là. Donc moi, je vous le dis, et c'est militant ce que je suis en train de vous dire, une des règles du cyberpunk, c'est ne te fais pas instrumentaliser par le système, instrumentalise-le. Et c'est comme ça que vous arriverez à votre réalisation. Hein, parce que toutes les boîtes, là, toutes ces startups, tout ce qui monte, ce n'est pas votre réalisation personnelle qu'ils cherchent, hein, c'est leur réalisation. Donc si vous voulez arriver à votre réalisation personnelle avec les nouveaux outils, il faut qu'en loose day, vous ménagiez votre espace de création et de créativité. Alors je continue et je vais vous expliquer maintenant ce qu'est, parce qu'on va aller très très vite, je vous ai fait presque l'essentiel. Alors vous imaginez, c'est 4 fois 3 heures de cours, donc ça peut durer très 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 longtemps. Si vous êtes prêts, on peut le faire. Hein. On va hacker le web today, puis on reste squatter la salle. Alors, il faut que quelqu'un s'organise pour bloquer les portes, mais ils vont nous couper l'électricité, alors donc on ne va pas pouvoir le faire. Alors, je vais au niveau suivant directement et je vais vous faire la cybernétique. Alors, si je vous fais un petit coup de Kurzweil quand même, parce que Kurzweil, il m'éclate bien. Parce qu'on parle beaucoup de Kurzweil, on parle énormément de toutes ces spéculations qui peuvent être... qui sont intéressantes, de toute façon. Pour moi, c'est de la science-fiction en grandeur réelle. Je ne crois pas trop à l'avènement de la singularité technologique à travers les intelligences artificielles qui deviendraient plus intelligentes que nous-mêmes. Par contre, il a un truc d'enfer que peu de gens ont remarqué.
Est-ce que vous connaissez qui connaît le canonical milestone de Kurzweil? Ça, c'est son truc de ouf total. Alors, Kurzweil, c'est la loi de Moore. Vous connaissez tous la loi de Moore, hein, tous les X mois, c'est variable, 17 mois, 15 mois, parce que ce n'est pas une loi, c'est une intuition. Les machines, avant c'était le microprocesseur, maintenant c'est les machines, vont doubler de capacité de traitement de l'information. Avant c'était une règle physique, c'est devenu une règle, on va dire, de capacité de traitement d'information. Ça s'avère plus ou moins vrai. Mais Kurzweil, ce qui est rigolo, c'est qu'il va faire l'inverse. Il va dire, ah ben oui, mais alors si tous les ans, il y a ça qui se produit, que s'est-il passé avant ? Et là, il fait une échelle logarithmique et elle est top de top. C'est-à-dire que c'est logarithmique, dans le sens que vous revenez en arrière de 1 siècle, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, etc. Hein, c'est 1 milliard d'années et ainsi de suite. Hein, c'est ça une échelle logarithmique. Et alors, il remonte jusqu'à la Voie lactée, apparition de la Voie lactée. Et sur cette échelle logarithmique, vous remarquez que les choses sont à peu près régulièrement espacées. C'est-à-dire que la Voie lactée, l'apparition de la vie sur Terre, les premiers eucaryotes, là on parle en milliards d'années, là-haut. Donc on va passer de milliards d'années à millions d'années. Les premiers êtres multicellulaires, l'explosion du Cambrien, les premières fleurs, les premiers orang-outans, les chimpanzés, l'émergence de l'Homo sapiens, etc., etc. On a une progression à peu près similaire à la loi de Moore. Alors vous imaginez bien que tous les milliardaires de la côte ouest ont pété les plombs en voyant ça, parce que donc nous avons un phénomène quasi mathématique à l'œuvre à l'échelle de l'univers qui converge vers les 2030-2040. Hein. Donc si vous n'y croyez pas, prenez la loi de Moore. Il y a un phénomène massif de doublement de la complexité, parce que il va se focaliser sur le traitement de l'information, alors justement c'est pour ça que je vais vous parler de la cybernétique, sur l'apparition des organismes vivants qui traitent de l'information à un niveau qui devient de plus en plus complexe et de plus en plus rapide. Et donc, il est peut-être effectivement en train de se passer quelque chose à l'échelle universelle. Et alors, le coup de peau d'enfer total pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on va peut-être être vivant à ce moment-là. Alors, si vous n'êtes pas encore vivant, c'est pour ça que Kurzweil est milliardaire, je vous conseille de taper Ray Anteri sur Internet et il vous vend toutes les petites pilules. Si vous avez 50 ans ou 60 ans comme moi, pour réussir à survivre au moins jusqu'à encore 40 ans, pour voir l'avènement de cet événement miraculeux qui va arriver. C'est ça qui fait la différence entre un mec comme Kurzweil et moi, c'est que lui, il trouve des bidouilles d'enfer pour ramener des thunes sur son processus. Ceux qui s'intéressent à la transhumanisme et aux singularités, il y a plein de conneries qui se disent actuellement. Je vous conseille de lire les deux là que j'aime bien. Là. Ils sont un peu anards. Il y a un petit côté un peu plus anard que libertarien, quoique. Mais en tout cas, ils ont fait un recueil qui s'appelle The Transhumanist Reader et qui recentre un peu le discours transhumaniste d'origine et non pas tous les fantasmes dont c'est un peu investi et surinvesti maintenant. Entrez dans nos muséums que vous pouvez télécharger sur Internet, avec lequel vous pouvez vous balader. J'ai reconstitué le canonical milestone sur une échelle géographique, et effectivement, ça marche pas mal. Hein, vous voyez, apparition de l'ADN, les premières cellules, les premiers êtres multicellulaires, les premiers organismes complexes, les plantes, etc. On a une progression à peu près régulière. Et là, je n'ai pas eu le temps, donc je m'arrête là parce que je n'ai pas eu le temps de mettre toutes les petites étapes qu'il y avait là. Et je vais avancer très vite pour aller rejoindre le XXe siècle. Donc on a toute l'histoire de l'humanité à remonter. Et je vais m'arrêter à deux, trois endroits importants. Là, je m'arrête à Théard de Chardin, mais je ne vais pas m'attarder parce que ça serait beaucoup trop long. Mais Théard de Chardin est très intéressant parce que c'est un prêtre jésuite, donc il a une relation métaphysique au monde de type religieuse et chrétienne, et il va avoir une sorte d'illumination, et il invente le concept de noosphère. Il va se faire exploser la tête par sa hiérarchie jésuite au Vatican, qui va lui dire « vous communiquez surtout pas sur vos intuitions » et va lui demander de s'expatrier. Donc c'est à sa mort que des proches vont éditer ses œuvres et qu'on connaîtra son concept de noosphère. Je vous le résume très très vite parce que moi je me l'accapare. Je ne suis pas du tout chrétien, hein, je suis plutôt athée, mais donc je vais m'arrêter à un certain niveau d'illumination, on va dire. Mais par contre, il y a quelque chose d'une pertinence extraordinaire dans son intuition, avant de basculer sur le Christ. En gros, un moment très important dans l'histoire de l'humanité, lui il dit moins 6000 ans, le néolithique, et en fait c'est plutôt moins 50 000 ans. L'humanité commence, et c'est pour ça que je l'ai représenté là. Vous voyez, j'ai mis une femme de Cro-Magnon pour être équitable, parce qu'on parle toujours de l'homme de Cro-Magnon, alors j'ai mis la femme de Cro-Magnon. Bon, en fait c'est parce que c'est un squelette d'homme qu'on avait trouvé. Et l'humanité s'entoure d'images. Hein, l'humanité commence à créer un espace informationnel collectif. Hein, et il s'entoure d'images. L'humanité s'entoure d'images, donc il appelle ça la naissance de la noosphère.
Et la noosphère grandit, cet espace informationnel qui est non seulement rationnel, c'est-à-dire on peut mesurer les bibliothèques, la conférence que nous sommes en train de faire, la liaison que nous faisons là, mais pour Théard de Chardin, c'est aussi une dimension spirituelle, une dimension métaphysique, informationnelle qui naît à ce moment-là, qui grandit. Et en fait, il va faire juste une étape qui est déjà très très intéressante pour moi, c'est qu'il va dire, mais ce n'est pas nous qui créons la noosphère, cet espace informationnel qui nous entoure, c'est la noosphère qui nous construit. Vous voyez le jeu mental. Nous sommes fabriqués par la noosphère. Et la noosphère est une entité métaphysique qui est en train de grandir. Et lorsqu'elle arrivera à sa maturité, c'est un millénariste, on arrivera à la fin de l'histoire. Donc déjà, ça, moi, ça me parle. Tous les artistes connaissent ce truc-là. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, il y a des moments quand on travaille, on se retrouve connecté. On sent qu'il y a quelque chose qui passe à travers nous, même si on est extrêmement rationnel. Il y a des moments d'illumination artistique assez impressionnants. Et après, on se défonce toute notre vie à vouloir retrouver ces moments d'inspiration, on va appeler ça l'inspiration, de cette énergie informationnelle qui passe à travers nous. Après, il va péter un plomb, enfin, il va partir en live, et il dit... mais ça, cette entité informationnelle qui grandit, ben, c'est le Christ. Hein, c'est l'alpha et l'oméga de Théard de Chardin. Puis il écrit ça à sa hiérarchie. Ouais, j'ai trouvé le Christ, hein, je suis content. Le Christ, c'est la noosphère, etc. Et là, la hiérarchie dit, bon, on arrête tout. Là, hein, ça fait 2000 ans qu'on se fout sur la gueule sur la définition du Christ, on ne va pas rajouter. Mais par contre, Théard de Chardin est emblématique d'un renouveau chrétien actuellement. C'est une sorte de modernité du christianisme pour certains. À travers ce concept-là. Bon, moi, je m'arrête au Christ, parce que je ne sais pas, du coup, c'est un truc d'illuminé. Enfin, il faut avoir une illumination, il faut avoir la foi, il faut avoir tout le truc pour rentrer dans cette argumentation-là. Mais j'aime beaucoup, c'est-à-dire, du coup, je suis un noonaute, un explorateur de la noosphère. Les artistes, vous tous, vous êtes des explorateurs de la noosphère. Je zappe. Alors, je vais vous faire quand même... Ah oui, je ne peux pas ne pas vous faire l'aristopunk. L'aristopunk. Combien de temps il me reste 10 minutes Hein 4 minutes. J'ai un écran à gauche qui me dit le temps. À gauche. Ah oui, oula 4 minutes. Ah ouais, 4 minutes, c'est chaud. Et il faut qu'on garde du temps pour parler entre nous, non? Ou c'est 4 minutes finies? Ah. Bon, alors du coup, je ne vais pas vous faire la cybernétique. Qui connaît la cybernétique? Non, c'est con, en plus, il y en a plein qui ne savent pas ce qu'est la cybernétique, kubernétiquer, etc. Bon, tant pis, mais je vous fais quand même... je vais terminer, et puis on va faire des questions, vite fait. Je vous le fais très très vite, parce que c'est celui-là que j'adore. C'est... vous le connaissez, ce tableau, hein, c'est... qui ne connaît pas ce tableau? Quelques-uns. Pas beaucoup. C'est un tableau très célèbre, c'est l'équivalent de la Joconde pour les Espagnols, hein, et il y a des raisons, il est beaucoup moins emmerdant que la Joconde. Donc c'est les Ménines de Velázquez. Et qui connaît le secret du tableau? Un mot, je dois juste entendre un nom. Le miroir, hein, c'est ça? Quelqu'un dit le miroir? Hein? Voilà, c'est ça. Alors je vous le fais. L'explication officielle, mais qui est déjà top en elle-même, donc ce n'est pas du Yanmin hein, que je vais vous faire là. Et alors, vous voyez, c'est ça qui est bien avec le numérique, c'est que donc c'est d'empowerment artistique, ça aussi je ne vous l'ai pas fait du coup. Ah, puis j'ai pas fait, mais non, j'ai invité des amis, j'ai pas fait non plus les mondes virtuels, j'ai pas montré Cherimanga et Tutsi Navaratna. Oh bon, si vous m'entendez, faites-moi signe dans les mondes virtuels. Hein parce que là, en fait, je me suis un peu fait avoir par le temps. Alors, vite fait, je vous fais ça. Qui Velázquez est-il en train de peindre? Eh bien, il est en train de nous peindre nous. Vous voyez, si on se rapproche de Velázquez, c'est nous qu'il est en train de peindre. Mais qui sommes-nous? Ben, on ne sait pas parce que, vous voyez, le tableau nous tourne le dos. Mais si on se rapproche du fond de la pièce, il y a un miroir. Velázquez n'a pas un miroir. Et qui voyons-nous se refléter dans le miroir, outre ma caméra? On voit se refléter le tableau. Et qui y a-t-il sur le tableau? Le roi et la reine d'Espagne. Donc, chaque fois que vous vous tenez devant ce tableau, nous sommes les avatars du roi et de la reine d'Espagne. Donc, ce tableau est emblématique et de la cyberculture et du jeu vidéo. Et surtout, alors le dernier truc que je vous fais qui est très rigolo, c'est qu'en récupérant la version très haute def que j'ai piquée à Google sur Google Earth, tous les critiques d'art, que ce soit Arras et Foucault, disent « Don José Nieto Velázquez, le grand chambellan du palais, vous voyez, au fond de la pièce, a la main sur le rideau. Hein, les perspectives convergent vers ce personnage-là, et il repousse un rideau. Et en récupérant le truc en très haute définition, on peut zoomer jusqu'à la trame du tableau, je m'aperçois qu'il n'est pas en train de repousser le rideau, il est en la main sur une poignée de porte.
Et c'est moi qui trouve ça. C'est un des tableaux les plus analysés de l'histoire, depuis 2 siècles. Et c'est Yan Min, cyberpunk, hacker, qui découvre un truc que personne n'a vu. Alors vous me direz, bah oui, il a la main sur une poignée de porte, on s'en fout. Quelle importance? Oui, sauf que quand je décompose le tableau en 3D, je découvre que, lorsque je reconstitue la porte, vous voyez, que la porte, la poignée n'est pas à la bonne hauteur. Elle est à la hauteur d'un enfant ou d'un nain. Or, des enfants et des nains, on en a plein le tableau. Donc, alors c'est Carlos, un réalisateur qui a fait un très beau documentaire sur le sujet sur Arte, qui m'a donné la clé. C'est que, en fait, Velázquez est en train de nous indiquer la chambre du jeune roi qui est mort. C'est-à-dire que pourquoi on ne va pas mettre la poignée de porte pour les nains, on met la poignée de porte pour un enfant royal. Et donc cette chambre qui est au fond, c'est la chambre du jeune roi qui est mort, et le roi a offert le lieu comme atelier à Velázquez. Donc Velázquez est en train de nous dire d'une façon ultra cryptée, je suis dans les anciens appartements du jeune roi. Donc c'est rigolo. Donc ça c'était pour Velázquez. Je pourrais rester 3 heures sur Velázquez, on ne veut pas le faire. Et je vais passer aux questions. Quelqu'un a-t-il une question dans la salle? C'est fini? Il n'y a plus de compteur. Je peux continuer? 5 minutes. 5 minutes, on me dit. Allez, une question? J'avais une question sur les oreilles de lapin. Je suis ici. Vous deviez l'aborder. Oui, les oreilles de lapin. Ça va me permettre de raccorder à mes amis qui sont là et qui, malheureusement, donc Chéri Manga et Tutsi Navaratna, à qui je n'ai pas pu donner la parole. Si vous pouvez parler, d'ailleurs, on va essayer. Faites-moi signe, essayez de parler dans les mondes virtuels déjà, qu'on voit si nous vous recevons. Chéri. Et en fait, alors, les oreilles de lapin, c'est la base, c'est Neurosky Mindwave, c'est une interface neurale directe, 90 € avec une petite interface qui permet de piloter des devices par la pensée. Et ce qu'elle mesure, c'est en fait 2 choses, un mix entre les muscles faciaux, qui sont plutôt parasitants, et la fréquence R basse qui émettent les neurones dans la boîte crânienne. Donc quand je suis en état de méditation, elle va mesurer surtout l'état d'onde alpha ou l'état quand tu te mets en méditation. J'ai validé, j'ai vérifié en Inde que ça marchait avec des spécialistes de la méditation. L'autre anecdote intéressante, c'est que ce sont donc des oreilles de chat, des oreilles de lapin, de lynx, là en l'occurrence, je ne sais quelle bestiole. Et en fait, ça me sert aussi à exprimer 2 choses, à illustrer 2 choses. Nous allons vers un futur où nous allons avoir de plus en plus d'appareils comme ça, des devices qui vont d'émettre des sensations, des émotions nouvelles vers les autres, ou cachées, secrètes. Ah ouais, on t'entend. On t'entend avec un décalage de 10 secondes. Oui. Basile, présente-toi. Attends, j'essaye de régler mon son. Voilà. Plus de 10 secondes. Et en fait, ça me sert aussi à exprimer 2 choses, à illustrer 2 choses. Le fait que nous allons vers un futur où nous allons avoir de plus en plus d'appareils comme ça, des devices qui vont nous permettre d'émettre des sensations, des émotions. Alors, il y a un gros délai. C'est normal, on est à plusieurs années-lumière de chez toi. Donc, oui. Vas-y, présente-toi. Oui, attends, j'essaye de régler mon son. Le délai. Non, je crois que c'est pas possible avec le son parce que comme on est à plusieurs années-lumière de la salle où tu es, le temps que le son arrive, ça risque à mettre des années. Alors il y a un gros délai. C'est normal, on est à plusieurs années-lumière de chez toi. Donc, oui, j'essaye de régler mon son. Le délai. Non, je crois que c'est pas possible avec le son parce que comme on est à plusieurs années-lumière de la salle où tu es, le temps que le son arrive, ça risque à mettre des années. Voilà, donc je te coupe, Basile, excuse-moi, je vous coupe la parole et je vais juste reprendre la parole. Donc vous avez bien vu qu'ils existent. Hein. Je voulais juste vous montrer que ce n'étaient pas des personnages qui étaient faux. Ils sont bien là, mais là on a un délai monstrueux. Et donc il y a Basile, pardon, excusez-moi, je confonds avec un autre avatar, Tutsi Navaratna,
Navaratna qui est là, et Chéri Manga. Chéri Manga qui est une artiste, et le dernier truc dont je voulais vous parler, c'était le directeur du Cube, ici Lumineux, qui est un grand lieu de création numérique, a fait un très très bel article sur ce qu'il appelle l'empowerment créatif. Et nous sommes, moi, comme Chéri Manga qui est là, et il va y avoir un événement d'ailleurs qui va se passer dans les OpenSim, avec les OpenSim et la FrancoGrid bientôt, auquel participe Chéri Manga. Donc j'annonce un peu l'événement à sa place. Nous sommes emparés, comme vous allez vous emparer, comme nous sommes tous en train de nous emparer de ces nouveaux outils de création. Alors, nous n'allons pas tous devenir des artistes, mais le fait que nous utilisions ces outils, hein, j'ai rencontré Chéri à travers la création, beaucoup de gens dans les mondes virtuels créent des œuvres numériques, fait de l'art numérique, donc c'est une artiste numérique qui fait des œuvres dans les mondes virtuels, dans les mondes persistants. Tutsi Navaratna aussi, moi aussi. Et nous allons vers un futur où massivement, nous sommes tous en train de nous apparer de ces outils-là pour faire de la création artistique ou de type artistique. L'art, c'est le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité, au-dessus même de la science. Je ne vais pas vous développer, mais c'est un de mes aphorismes provocateurs. L'art, c'est le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité, et la pratique de l'art vous ouvre des portes de la perception et de la sensualité et de la compréhension. Et massivement, l'humanité est en train de commencer à expérimenter d'autres formes d'échanges, de relations, qui, jusqu'à maintenant, étaient réservées aux artistes, aux auteurs, aux metteurs en scène, aux comédiens. Hein, et là, ça devient massif. Voilà, ça, c'était pour conclure. Une dernière question, peut-être? Oui? Alors, une dernière question. Bon, excusez-moi, dans les OpenSim, hein, je vous ai coupé la parole, mais le délai n'était pas possible. Oui, vous parliez du mythe d'Adam et Ève et du marxisme. Oui, dans votre je n'ai pas développé. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent pourquoi la cybernétique est pas très connue en France, parce qu'on peut remonter ça quasiment aux années 50, mais ici, voire même avant. Parce qu'il y a eu, alors je te réponds, excuse-moi, je te coupe. En fait, c'est radical, tu prends énormément de textes qui sont parus à l'apparition de la cybernétique, et je vous conseille un très très bon auteur qui est Philippe Breton, qui a écrit L'utopie de la communication. Mais ce qui s'est passé, c'est quand Norbert Wiener, et c'est pour ça que c'est dommage, mais c'est très long la cybernétique, va donner une définition de l'homme. C'est-à-dire indirectement, en inventant la cybernétique, c'est à la fois une science et une philosophie. Et en gros, Wiener va hiérarchiser le vivant, il va dire, plus un organisme va traiter de l'information complexe, plus il sera haut dans la hiérarchie du vivant. Et il fait du traitement de l'information la caractéristique de l'humain. Alors ça va énormément déplaire, en particulier aux gens qui sont religieux, et des religions révélées, parce que l'homme est de nature divine, donc c'est une définition mécaniste, c'est une définition rationnelle, c'est une définition scientifique de l'humain, et alors qu'il y a un mystère. Dans la relation métaphysique, en particulier chrétienne à l'humain, il y a un mystère de nature divine que nous ne pouvons pas égaler ou comprendre. Et donc la France, et beaucoup de penseurs sont habités par cette pensée-là en France, ou l'étaient en tout cas dans ces époques-là, et tu trouveras énormément d'écrits anti-cybernétiques qui dénoncent le côté fascisant, le côté la réduction de l'humain à une machine qui apparaît dans les textes de Norbert Wiener. Alors qu'aux États-Unis, j'ai vu les universitaires, quand je me suis baladé dans les grandes universités américaines, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de la culture, en tout cas de la culture universitaire américaine. Donc ça, c'est une réponse que je peux te donner. Il y en a plein d'autres. Ça sera la seule à donner ce soir. Ça sera la seule. C'est bête. On peut tu pas restes continuer peut-être boire un verre Oui. Et ben voilà, la conversation pourra continuer. C'était la dernière conférence de la journée. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et n'hésitez pas à me contacter. Hein, et je vais vous donner mes coordonnées qui sont dans cet écran. Non, il ne veut pas. Vous voyez, donc on doit s'arrêter là. C'est vraiment l'occasion d'aller échanger avec toi sous les nefs et de rejoindre l'ensemble des autres festivaliers qui sont déjà sous les nefs. Aller boire un coup. Voilà, exactement. Et en plus, vous pouvez attraper la fin de l'intervention du PDG de La Ruche qui dit oui, qui est en train d'expliquer un peu leur histoire, leur aventure. Et c'est eux qui nous régalent ce soir. C'est eux qui ont organisé l'afterwork avec plein de producteurs locaux. Donc si en plus vous êtes de passage à Nantes, c'est l'occasion de découvrir des producteurs locaux. On se retrouve demain ici et dans les autres salles du festival dès 9h pour la deuxième journée du Web Today. Passez une bonne soirée à tous et à demain. Merci beaucoup.